On va parler maintenant de ce qui se passe à Nîmes, notamment dans le quartier de Pisevin, qui débute sa transformation. Après une décennie d'attente, de gigantesques travaux ont enfin débuté dans ce quartier qui est l'un des symboles des maux et des dysfonctionnements des banlieues françaises. À peu près 16 000 habitants y résident, des habitats très fortement dégradés, où se concentrent des familles de milieux socio-professionnels défavorisés et où malheureusement surtout le trafic de drogue s'est installé. Vous vous en rappelez peut-être. L'an dernier, le jeune Fayed, à 10 ans, était mort, victime collatérale d'une fusillade au pied de la galerie. Ça avait évidemment marqué les habitants et les Français. Le résumé de la situation sur place avec Mathilde Couvillère-Flornoy et Mathilde Ibanez. Sous les coups des bulldozers, le quartier de Pisevin souhaite faire peau neuve. Objectif, redynamiser ce quartier qui a surtout fait couler de l'encre ces dernières années pour ces fusillades meurtrières entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Raouf Azouz, directeur du centre social Les Mille Couleurs, connaît bien les problématiques du quartier. Les gens aspirent à plus de sécurité. On a vécu un été dernier douloureux, la mort d'un gamin de 10 ans. Donc c'est vrai qu'on a eu la CRS, on a eu les hélicoptères. Aujourd'hui, les gens aspirent à vivre en paix dans un quartier rénové, un quartier de la République. Depuis des années, les habitants de ce quartier se sentent démunis et abandonnés. Il était très bien avant, puis après dans la délinquance, il est parti. Et grave, on ne pouvait même plus aller à la poste. Il fallait y aller entre 9 et 10 pour pas être agressé. J'ai été agressée 2 fois, moi. Les urbanistes ont travaillé avec la police pour faire disparaître les coins et recoins, terrains de jeu rêvés des trafiquants de drogue et cauchemars des habitants, notamment dans la galerie commerçante du quartier. Des investissements qui ne peuvent suffire sans responsabilisation, selon Éric Henry, secrétaire national d'Alliance Police. On peut mettre de l'argent, on peut injecter de l'argent. Si derrière, il n'y a pas de responsabilisation d'une manière ou d'une autre face à celles et ceux qui pourrissent le quotidien de ces habitants, eh ben c'est malheureusement voué à un certain échec. Plus de 3 ans et demi de travaux et un budget de près de 270 millions d'euros sont prévus pour permettre la transformation du quartier avec démolition et réhabilitation de logements dégradés. Les habitants espèrent tous que le quartier de Pisevin retrouvera une dose de sérénité avec ces travaux. Loïc Valder, ce qu'on a entendu aussi est très vrai, c'est-à-dire que d'avoir un habitat qui est moins dégradé, qui est moins insalubre, évidemment, c'est normal et c'est la moindre des choses pour les habitants. Mais si on ne mixe pas ça avec de la sécurité, avec une présence de forces de l'ordre, avec le harcèlement des points de deal, dans 10-15 ans, on peut parier que certes, les immeubles seront plus jolis, mais que rien n'aura changé dans l'ambiance et l'atmosphère qui règne dans ce quartier. Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais quand même dire que la police à elle seule ne pourra pas tout non plus. Donc, il suffira pas juste de mettre des policiers pour que le trafic s'arrête. Il faudra vraiment une coopération, que ce soit avec la justice, mais aussi avec les associations qui œuvrent au quotidien avec ces jeunes-là pour faire de la prévention, la responsabilité des parents aussi qui sera derrière à assumer pour pouvoir prévenir ces jeunes-là de rester peut-être très tard ou de s'adonner à ce genre d'activité. Mais derrière, il y aura aussi de notre côté le triptyque prévention, dissuasion et répression. Il faudra vraiment être fort là-dessus puisque aujourd'hui le trafic de drogue est un fléau. Ça génère en fait des problèmes de santé publique, mais aussi derrière de la dangerosité, de l'insécurité, des fois des drames. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le cœur. Fabrice Hakoun, c'est vrai qu'on dit souvent et on parle beaucoup de quartiers qui sont rénovés, de cette politique de la ville dans laquelle on injecte sans arrêt des milliards. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'une fois de plus, il y a un petit manque de vision. C'est-à-dire qu'on se dit, on va rénover des quartiers, on va faire de l'urbanisme et c'est tout à fait normal. On voit bien et on connaît l'état aussi de ces quartiers-là. Donc il faut les rénover, il n'y a pas de problème. Mais si on ne va pas plus loin, c'est de l'argent qu'on met en fait, un peu j'avais envie de dire, dans de l'artificiel. Oui, en fait, la politique, alors bien évidemment, personne n'ira contre le fait qu'il faut rénover l'habitat social et que les locataires des logements sociaux doivent être traités au même titre que les locataires du domaine privé. Donc ça, bien évidemment, c'est essentiel. Mais moi, je peux faire un parallèle avec les lycées. Parce que c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire qu'on a rénové, dans le cadre des grands plans d'urbanisme, etc., on a rénové beaucoup de lycées dans des zones qui étaient des zones difficiles. Donc vous avez des lycées flambant neufs, dans lesquels vous avez toujours les mêmes élèves, avec toujours les mêmes problèmes, et donc à nouveau des dégradations. L'enveloppe, c'est très important, l'habitat, c'est très important, l'immobilier, c'est très important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique publique. C'est-à-dire une politique publique et une politique urbaine, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de la responsabilisation. Quand on voit, ne serait-ce que la manière dont réagissent les gens quand on dit simplement qu'on va soumettre les allocations, le versement des allocations familiales à l'éducation des enfants ou la responsabilisation des familles, etc. On voit déjà
la levée de bouclier que ça provoque, alors que c'est quand même la moindre des choses quand vous versez de l'argent pour l'éducation des enfants qui soit destiné à l'éducation des enfants, on voit bien quand même qu'on a encore un long chemin à faire. Donc, comme je voudrais rejoindre moi ce que disait votre collègue policier, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas responsabilisation des individus, des familles, parce que là on parle du trafic de drogue, mais il n'y a pas que le trafic de drogue. Il y a aussi la délinquance des mineurs qui est endémique dans ces quartiers. Et donc si on ne règle pas ce souci-là, et si on ne responsabilise pas, et si on n'est pas dans une logique qui est une logique plutôt de tolérance zéro, ou si on ne tend pas vers une logique de tolérance zéro, eh bien on ne va faire que déplacer les problèmes et dépenser de l'argent en remplissant en fait une baignoire percée. Et alors, il y a certains élus qui ont beaucoup d'idées pour lutter contre ce fléau qu'est le trafic de drogue. C'est le cas, par exemple, du maire de Nice, Christian Estrosi, maire Horizon de Nice, qui s'exprime justement dans les colonnes de nos confrères de Nice Matin. Il propose un certain nombre de mesures. On va les regarder ensemble les unes après les autres. On va les écouter ensemble. D'abord, je demande qu'on déploie la force sentinelle, même limitée dans le temps, pour protéger les populations et nettoyer les quartiers. On est face à une armée de narco-terroristes qui terrorisent nos populations. Or, la force sentinelle a été créée pour nous protéger du terrorisme. Georges Fenech, vous entendez cette idée du maire de Nice. Est-ce que vous pourriez y souscrire ou est-ce que c'est une solution miracle, comme le dit le préfet des Alpes-Maritimes, dont on va parler dans un instant? J'ai toujours été très impressionné par la politique de sécurité que mène Christian Estrosi dans sa ville. Pas que sécurité, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Mais on parle de la sécurité. On connaît son ADN là-dessus, on sait ce qu'il a fait. Je crois que c'est la première police municipale de France en termes d'effectifs. Mais là, franchement, l'armée, la force sentinelle, c'est l'armée. Oui. D'accord. L'armée, on revient à l'armée dans les quartiers, comme on dit souvent. Elle est faite pour faire la guerre. Oui. Elle n'est pas faite pour faire du maintien de l'ordre public. C'est pas sa vocation. L'ordre public, c'est la police, c'est la gendarmerie. Voyez-vous. Donc la force sentinelle a été créée pour patrouiller et sécuriser des quartiers, des bâtiments et la population de manière générale après les attentats. Voilà, moi je ne vois pas du tout comment on pourrait impliquer l'armée dans la lutte contre le trafic de drogue, si vous voulez. Il faut que ça reste du domaine de la police et de la gendarmerie. Loïc Walder, effectivement, est-ce que vous diriez, comme Georges Fenech à l'instant, que l'armée dans les quartiers, c'est un peu quand même l'Arlésienne. On en parle tout le temps, on ne le voit jamais. Est-ce que c'est aller trop loin? Est-ce que c'est prendre finalement trop de moyens alors qu'il peut y en avoir d'autres qui soient plus efficaces et qui soient davantage dédiés justement à cette mission? Je pense qu'on a pas mal de solutions qui sont encore à notre disponibilité et je ne suis pas sûr non plus que ce soit le rôle des forces sentinelles que d'être dans les quartiers pour lutter contre ce fléau. Maintenant, derrière, quand on voit une rénovation d'un quartier, c'est aussi l'occasion peut-être de penser l'architecture de manière à peut-être aider les forces de police pour pouvoir avoir moins de lieux où on peut se cacher, où on peut intervenir beaucoup plus facilement. Donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir autour de ça, mais ça doit devenir réellement une priorité. On a aujourd'hui les places nettes qui sont mises en place de notre côté, qui fonctionnent bien. Maintenant, il faut que ce soit aussi agrémenté d'autres solutions et tous les acteurs doivent jouer leur rôle pour pouvoir se prévenir en tout cas de ce fléau. Une autre idée du maire de Nice, Christian Estrosi, il demande la création d'un parquet anti-stup, dit-il, sur le modèle du parquet anti-terrorisme, qu'on durcisse les peines encourues et que nos policiers municipaux puissent dresser des amendes forfaitaires. Fabrice Sakoun, je vous voyais tout à l'heure, le côté armé dans les quartiers, non. Est-ce que là, en revanche, davantage de coordination entre les services, ça vous semble une piste qui puisse être intéressante et efficiente? Alors, je ne suis pas expert judiciaire, donc je pense que pour le coup... j'en dirai un mot, oui. Non, mais moi, ça fait déjà un bout de temps que je suggérais la création d'un parquet national anti-stup. Et d'ailleurs, vous le savez, le garde des Sceaux a annoncé la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, ce qui revient au même, finalement, qui serait donc attaché à la JUNALCO, la juridiction nationale du crime organisé, sur le modèle du parquet national antiterroriste ou du parquet national financier. C'est une nécessité. Ça a été annoncé, sauf qu'entre-temps, il y a eu une dissolution et qu'il n'y a plus de gouvernement. Et que ça fait partie donc, des choses nous attendons le nouveau gouvernement pour pouvoir mettre sur place et sur pied, je dirais, le parquet national anti-stup, donc anti-criminalité organisée,
qui est une excellente chose parce qu'aujourd'hui, vous avez affaire à des réseaux internationaux. Il faut de la coordination. Tout le monde comprend qu'il faut une coordination au niveau national de la lutte contre ce fléau qui est le fléau numéro 1. Je préférais laisser parler d'abord le Vous avez raison, Fabrice Hakoun, mais je vous pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais par contre, si je peux rebondir... Voilà, bien sûr, vous pouvez rebondir, Fabrice Hakoun. Donc, juste pour rebondir, c'est vrai que si on mettait autant d'énergie à lutter contre les trafics de drogue qu'on en met, par exemple, à lutter contre la délinquance financière. Où là, on voit bien qu'il y a tout de suite réactivité. On voit les hiérarchies, la priorité dans ce pays qui est assez singulière. C'est qu'en fait, dès qu'il s'agit de crimes financiers, etc., alors là, vous avez tous les moyens possibles, etc. Puis quand il s'agit effectivement de trafic de drogue, quand il s'agit des violences faites aux femmes, quand il s'agit d'un certain nombre de sujets, on est toujours plus timoré, plus timide, on trouve toujours des raisons pour. Maintenant, ça va être compliqué parce que vous savez que le trafic de drogue, le principe, c'est que vous avez une très, très grande capacité à, comment dire, je cherche mon mot, mais à distribuer de l'argent à des, donc c'est le mot m'échappe, mais il va me revenir. Oui, voilà, exactement, à blanchir et surtout à distribuer de l'argent, exactement, la corruption. Excusez-moi, c'était le mot que je cherchais, à corrompre. Donc il y a quand même un problème de corruption. On le sait par exemple dans les ports. Que la drogue arrive dans les ports et qu'il y a une grande capacité de corruption et que quand vous avez de la corruption, c'est très 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 compliqué parce qu'elle touche toutes les strates, y compris politiques. Et là, on le voit bien que c'est le cas et qu'il va falloir absolument aller contre ça et lutter contre la corruption en France. On va devoir s'accrocher. Sabrina Medjeber, je vous fais réagir à une autre idée de Christian Estrosi, le maire de Nice. Il dit « Je demande la nomination en urgence d'un préfet dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Alpes-Maritimes, ayant autorité pour protéger les populations. Quand on est face à un problème d'une telle ampleur, il faut un commandement adapté. » Alors ça a déclenché une guerre immédiate avec le préfet des Alpes-Maritimes parce qu'un peu plus loin, Christian Estrosi s'en prend avec virulence au préfet. Il dénonce, je le cite, un problème de commandement, de compétences et de responsabilité, rien que ça. C'est donc sur X que le préfet lui a répondu, expliquant que les policiers engagés à Nice ne méritaient pas un tel dénigrement. Il ajoute, pour combattre la délinquance, il n'y a pas de recette miracle ni de potion magique. En tout cas, bonne ambiance, parce que si on a, Sabrina, d'un côté un maire, de l'autre un préfet qui ne sont pas d'accord et qui se renvoient la balle à se dire qui a tort dans l'histoire, c'est pas comme ça qu'on va lutter contre le trafic de drogue. Oui, parce que les deux sont impuissants en réalité. C'est-à-dire ils renvoient la balle à l'autre du plus impuissant. Absolument. L'idée de M. Estrosi, comme l'a énoncé Georges tout à l'heure, c'est une idée sur le plan, encore une fois, structurel, mais le narcotrafic, c'est un fléau civilisationnel. Et je reprends les mots de M. Gérald Darmanin lorsqu'il a été auditionné au Sénat. Il y a 15 millions de Français qui vivent près d'un point de deal. Nous sommes frontaliers à 2 narco-États, et pour le coup, ce sont 2 narco-États parce que précisément, il y a la corruption qui est liée et qui menace les plus hautes sphères de la société. Souvenez-vous que même le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait morigéné les magistrats qui avaient prêté, qui avaient été auditionnés donc sous serment parce qu'ils ont commencé précisément à parler de la corruption. Donc évidemment que ce narcotrafic étant un fléau n'est pas un phénomène franco-français. Quand on voit que par exemple au port d'Anvers, les saisines de cocaïne ont augmenté de 2400% en 10 ans. C'est un port. Un port d'Anvers, c'est une ville. C'est 146 000 habitants. La Manche, c'est 25% du trafic mondial. Ça passe également par la Méditerranée. Ça arrive par le port de Rotterdam. Et il n'y a pas simplement que la résine de cannabis qui émane précisément de la région du Rif, mais avec laquelle M. Darmanin est obligé finalement de pouvoir travailler parce que nous avons besoin du Maroc pour lutter contre l'islamisme et pour lutter contre l'immigration. Donc il y a aussi des enjeux politiques dont les narcotrafiquants bénéficient d'une forme de rente, finalement géopolitique, qui leur profite. Et vous avez également, et malheureusement, non seulement le bénéfice que font les narcotrafiquants sur 1 kilo de cocaïne parce qu'ils le découpent. Alors vous voyez, c'est pour ça que je lis le tweet de M. Estrosi, mais il faut se rendre compte qu'en fait, la sociologie même du trafic de drogue a changé. Vous avez aujourd'hui les Deliveroid, les Uber Coke, les Uber Sheet. Oui. Vous faites appel à des personnes que vous embauchez pour 3 heures, 4 heures, qui habitent à 50, 100 km du point de deal. Donc, il y a aussi des zones de chalandise qui se sont créées. Ça n'est plus simplement un phénomène de banlieue. Ça s'est disséminé, ça s'est pollinisé à travers le territoire national. Et quand on prend simplement les drogues de cannabisoïdes
ou les drogues opioïdes type cocaïne, etc., morphiniques, eh bien, vous avez à côté de ça 897 drogues de synthèse. Oui. Et que quelqu'un qui consomme simplement... Il y en a de plus en plus et des nouvelles qui arrivent sur le marché. Absolument, il y a de nouvelles drogues qui arrivent sur le marché. Et il y a aussi une polytoxicomanie qui touche des personnes de plus en plus jeunes. Et ce dont on redoute, les personnes qui étudient la criminologie et le narcotrafic, c'est surtout maintenant l'arrivée du fentanyl. Le fentanyl qui est un opioïde extrêmement puissant. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, dans les années 90, il y avait la fameuse Purdue Pharma qui avait fait une grande campagne sur l'oxycodone. Et j'ose espérer qu'un jour, nous n'arriverons pas à ce libéralisme-là de la drogue pour soulager justement les personnes en grande souffrance. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis sur Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Merci à mes invités Georges Fenech, Sabrina Medjeber, Fabrice Hakoun et Loïc Valder d'avoir été présents à mes côtés. Tout de suite, la suite des programmes. D'abord sur CNews, c'est Face à l'info avec Thierry Cabane. Sur Europe 1, vous retrouvez Europe 1 Soir avec Mickaël Dorian. Quant à moi, je vous dis à demain dans Midi News à 11h.